On va parler des élections européennes à présent avec nos trois chroniqueurs, Henrik Lindel, Carole Sabat et Jean-Benoît Poul. Les responsables des cultes, des principaux cultes du moins, ont appelé les électeurs à ne pas se tromper d'enjeu, ainsi qu'on vous le disait tout à l'heure dans les infos, à éviter le repli comme les extrêmes. Je mets des guillemets parce que c'est la citation des évêques dans leur communiqué. Lors des européennes de dimanche, beaucoup d'électeurs, ou plutôt de citoyens, j'allais dire inscrits, se demandent s'il faut aller voter, pourquoi. Et finalement, la question qu'on pose, qui est toute simple ce matin, c'est quel est l'enjeu de ces élections européennes? Pourquoi irions-nous voter? C'est un petit peu curieux de poser la question si on est habitué à fréquenter le vote et à se dire que je ne m'abstiens pas par définition parce que j'ai la chance d'être dans un pays où le vote est possible. Ne nous trompons pas de questions ni d'enjeux dans cette élection qui aura lieu dimanche, a affirmé la Conférence des évêques de France dans une déclaration donc à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement dont nous parlions à l'instant, avec d'autres phrases du style « Nous n'avons pas le droit de construire notre Europe comme un ensemble d'États repliés sur leur identité, soucieux de leurs seuls intérêts ». On va mettre ça en débat. Carole Sabat, Jean-Benoît Poul et Henrik Lindel. Qui veut commencer sur le sujet? Allez, Henrik. Oula, il y aurait beaucoup de choses à dire. Ne nous trompons pas d'enjeu, disent la conférence des évêques de France. Et sans préciser exactement, il dit qu'il ne faut pas défendre ses seuls intérêts. Il faut être dans une sorte de, puisqu'il s'agit de catholiques qui s'expriment, de charité chrétienne. Je pense que l'Union européenne, en tout cas la communauté européenne, avec Robert Schuman notamment en tête, a été fondée sur une idée de partage, on peut dire ça, mais aussi une idée, il ne s'agit pas pour moi de m'inscrire en faux contre ce que disent nos évêques, mais simplement, il s'agit aussi de défendre ses intérêts. L'Union européenne aujourd'hui est quelque chose qui est intéressante, même au nom d'un intérêt bien compris. La plupart des Européens, contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce qu'on pense souvent, la plupart des Européens sont favorables à l'adhésion à l'Union européenne. Et quand ils ne sont pas très favorables, ils se disent qu'il vaut mieux y adhérer que de ne pas y adhérer. 13%, selon la Fondapol, la Fondation des innovations politiques, quelque chose comme ça, tout le monde dit la Fondapol, dirigée par l'excellentissime Dominique Régnier, a fait une étude sur ce que pensent les Européens. 13% des citoyens européens veulent sortir de l'Union européenne. Donc, il s'agit de quelque chose qui est absolument très important pour les 360 millions d'électeurs européens qui peuvent se rendre aux urnes ces jours-ci, puisqu'on vote sur 3 jours. 13%, c'est une 13% veulent sortir de l'Union. Voilà, donc il s'agit de quelque chose qui est plutôt populaire, en fait. Il s'agit de nos l'Union européenne. Les institutions européennes. Les sondages. Les institutions européennes sont plus, jugées plus positivement que nos institutions nationales. Ouh. Le Parlement, c'est selon Fondapol. C'est pas moi On qui va en dis ça. discuter. Non, mais il s'agit pas, c'est pas une vue de l'esprit. Là, il s'agit d'une enquête menée auprès des Européens sur 24 000 personnes. Donc là, c'est pas moi qui pense que. Un point, c'est tout. La Fondapol, Henrik, c'est un laboratoire d'idées qui se dit libéral et progressiste. Il faut le préciser, c'est dans... Tout à fait. Et Dominique Régnier n'est pas quelqu'un d'extrême gauche non plus. Il faut le rappeler très bien, Dominique Régnier. Voilà, exactement. Ou en tout cas, le mot progressiste, ça peut être utilisé dans beaucoup de contextes. Alors maintenant, moi je pense que quand on dit, alors c'est quoi l'enjeu, etc. Bon, l'enjeu, c'est de voter pour une représentation de nous, au sein de ce vaste ensemble qu'on appelle l'Union européenne, qui est l'Union européenne. Alors, on va choisir 720 députés. Ils vont faire quoi? Ils sont co-législateurs, comme on dit. Plus exactement, ils votent à peu près, plus de la moitié des lois qui nous concernent, nous, dans notre vie quotidienne en France. Ils les votent, mais ils ne les proposent pas. Ils ne les proposent pas parce que c'est la Commission qui le fait, mais ils peuvent avoir une influence sur la Commission parce qu'ils contrôlent aussi la Commission, ils ont un contrôle politique sur la Commission. D'ailleurs, ils élisent aussi le président de la Commission. Ils peuvent choisir de dire oui ou non quand les commissaires sont choisis ou élus. Donc, ils ont aussi un contrôle budgétaire, ils votent le budget, etc. Donc, ils ont de plus en plus de pouvoir, ces députés. Donc, quand on dit « Ah non, ça ne sert à rien », c'est ce que dit Michel Onfray, par exemple, ou des personnes supposément intelligentes, etc. D'accord, mais donc ça veut dire... En fait, pour moi, c'est assez grave. C'est assez grave de dire des choses comme ça, parce qu'ils ont un rôle absolument
enfin, ils choisissent, ils votent la plupart de nos lois qui nous concernent. Alors certes, on va dire qu'ils sont que co-législateurs parce que les États, bien sûr, ce qu'on appelle le Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire les États, nos ministres, ils ont aussi leur rôle à dire. Ils ont aussi leur mot à dire, et heureusement, puisque c'est quand même une fédération d'États, d'États-nations même. Ouais. Carole Sabat. Moi, si c'est Fondapol, en fait, moi j'aime beaucoup Dominique Régnier. On a fait une émission ensemble donc j'aime beaucoup parce qu'il avait fait un excellent livre en fait sur le christianisme, etc. Mais je trouve que si c'est ça vraiment en fait la vision qui est proposée, elle ne colle pas à la réalité. Et de plus en plus en fait en Occident, on vit une sorte un peu de schizophrénie, c'est-à-dire une sorte de déni de réalité. Et Benjamin Duhamel le disait hier que beaucoup de présidents de la République française vivent aussi depuis Giscard d'Estaing dans ce déni de la réalité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas entendre en fait qu'ils sont pas forcément. Valéry Giscard d'Estaing, quand il est parti, il a dit au revoir. Il n'arrivait pas à comprendre en fait que les Français n'en veulent pas de sa politique et depuis en fait on a tous les présidents bis repetita qui sont un peu dans cette même logique. Je dis tout cela pourquoi? Pour dire que l'Europe aujourd'hui, c'est quel numéro de téléphone? C'est qui le monsieur Europe aujourd'hui? Je donne un exemple, pas pour en fait attaquer la personne, parce qu'elle a beaucoup de mérite, elle a fait beaucoup de travail. Valérie, et personne ne la connaissait en fait. Hein. Valérie Valérie, oui. Personne ne la connaissait, donc comme on ne connaît pas l'Europe... Elle imprime assez peu dans les médias, c'est vrai. Oui, mais apparemment, en fait, elle a fait un travail considérable, comme disait en fait Henrik, de co-législateur, et c'est là une partie du problème aussi, parce qu'on nous impose en fait des législations ni queue ni tête en fait qui tombent sur la tête de tous les Européens et qui après les Européens se réveillent. Le vrai problème, c'est qu'en fait, l'Europe, elle n'est pas visible. Hassan Salamé, il disait dans un article récent que l'Europe et le projet européen s'affaissent à chaque fois qu'il n'avance pas. Et aujourd'hui, on est depuis plusieurs décennies dans une forme d'affaissement de l'Europe, c'est-à-dire de déboussole. Moi, je considère mais avancer, ça voudrait dire quoi, alors? Elle est déboussolée, c'est-à-dire on avance que si on a une boussole. Il n'y a pas de boussole européenne. Sur la question en fait de la guerre et de la paix, on n'a pas de boussole. Sur la politique étrangère, on n'a pas de boussole. Sur les questions en fait progressistes d'avancement des sociétés, on n'a pas de boussole. Quand la pandémie est arrivée, bien sûr, il y a eu une sorte un peu de réaction. Il faut se regrouper, mais on a creusé davantage en fait les déficits à tous les niveaux. Donc on peut développer, je dirais, beaucoup. Mais la question n'est pas là. La question, c'est aujourd'hui quels sont les enjeux. Et personne n'en parle dans cette... parce que c'est une instrumentalisation d'une élection en fait proportionnelle, tout simplement pour créer un rapport de force national. Aujourd'hui, c'est ça l'Europe. Et on le voit très bien dans la manière dont les partis de gouvernement qui ont été en fait les porteurs de l'Europe sont aujourd'hui dans les bas-fonds, je dirais, des sondages qui sont complètement, que ce soit les socialistes, que ce soit les républicains, que ce soit les écologistes, que ce soit les autres. Le bien national demeure. Et qui sont en tête. Mais on pourrait sortir de ça, Carole. On pourrait, par exemple, ça a été suggéré par Jean-Christophe Fromentin, qui est venu sur cette antenne défendre une proposition en disant il faudrait qu'en fait on élise les députés européens comme on élit les députés nationaux. Il devrait y avoir les députés mérite de donner une clarification. Avec une circonscription et avec le fait qu'on pourrait aller les voir si jamais on avait des choses à dire, etc. C'est une dimension démocratique. Alors, les trois dilemmes, en fait, que dit Hassan Salamé aujourd'hui, qui résument en grande partie les enjeux européens et qui ne sont pas du tout, en fait, traités dans le débat. Il dit, premièrement, il y a trois dilemmes, et pour moi, en fait, j'ajoute un risque structurel. Le premier dilemme, c'est le dilemme de l'élargissement. On nous dit qu'il faut s'élargir, en fait, vers l'Ukraine, alors que tout le monde dit, toutes les études disent que l'Ukraine n'a aucun, je dirais, des chapitres, je dirais, d'adhésion, en termes de respect du droit, en termes de respect du contradictoire, en termes des droits de l'homme, en termes en fait de gouvernance politique, en termes de lutte contre la corruption pour adhérer. Alors que on nous sert ça comme si c'était en fait quelque chose de donné. Et peut-être qu'aujourd'hui en fait le président de la République va encore promettre l'adhésion d'Ukraine. Mais d'autres partis veulent l'adhésion aussi des pays balkaniques. Donc l'élargissement vers où, vers quoi, comment, etc. Premier dilemme. Deuxième dilemme, le dilemme de l'approfondissement. Approfondissement, c'est pour moi en fait l'Europe, c'est une stratification sans synthèse. L'approfondissement, ça veut dire ok, on élargit, mais on fait de la synthèse. Le troisième dilemme qui est le plus important, et c'est pour ça qu'il n'y a pas, en fait, la proposition de Fromentin est très intéressante, mais on n'en veut pas au niveau de la superstructure européenne, parce que c'est le dilemme de la démocratisation, en fait, de l'Europe. Et aujourd'hui, face au pouvoir de qui? Face au pouvoir, je dirais, des technocrates qui ont pris le pouvoir, en fait, à Bruxelles. J'aime pas parler comme ça, parce que ça donne l'impression que je suis un peu dans les extrêmes, et je ne le suis pas du tout. Mais, en fait, c'est ce discours qui imprime, c'est ce qui explique que Bardella
Bardella. Jordan Bardella. Et en tête, il va caracoler à 35%, pas seulement lui. Et ça, si j'arrive au dernier en fait enjeu, qui est l'enjeu du renversement, je dirais, du risque structurel. Je peux terminer? Le risque, tu as parlé pendant 10 minutes aussi là-dessus. Le risque structurel, c'est qu'aujourd'hui, c'est le momentum populiste. C'est le peuple qui va renverser en fait l'Europe. C'est-à-dire ils sont en train de prendre le pouvoir dans les démocraties européennes, occidentales, Mélanie. D'où la prise de parole des évêques. Les évêques ne veulent pas apparemment de cette... Mais c'est dû à quoi? Au déboussolage de l'Europe en fait. Parce ils ne veulent pas que le repli ni la course aux extrêmes. Tout à fait. Le mot extrême est employé. Jean-Benoît Poul. Oui, alors moi je suis un petit peu pris entre... deux sentiments. Je partage beaucoup au niveau du sentiment ce que vous venez de dire, et en même temps je trouve qu'il n'y a pas là matière non plus à condamner le projet européen, loin de là. Sur la déclaration des évêques, je serai très bref et même un peu ironique en disant c'est un texte très convenu. Alors tout ce qui est convenu n'est pas faux, mais tout ce qui est convenu n'est pas incisif. Et donc, bon, s'ils avaient fait un texte incisif, ça aurait donné matière à plus de commentaires et de controverses. Mais là, bon, c'est un texte fait... Enfin, les seules choses qu'on ait envie de dire en lisant ça, c'est dont acte. Oui, il y a un tel niveau de généralité, voilà, que ça en devient... ça n'appelle pas commentaire. Mais moi, je dirais quand même que sur ces élections, je dirais que la tonalité... Il y a évidemment une très forte critique de la Commission de Bruxelles qui s'exprime, et un sentiment de dépossession très fort face à toutes ces normes que vous évoquez. Et je pense que le peuple, de ce point de vue-là, on devrait toujours dire que le peuple sent juste. C'est un sentiment très juste de cela. Pour autant, je dirais que la tonalité est quand même beaucoup plus pro-européenne que lors de la campagne européenne précédente. Ce qui est certain là, au niveau européen, c'est qu'il y a, je dirais, un déplacement vers la droite, mais que cette droite même, qui est souvent dépeinte comme eurosceptique, europhobe, etc., à l'épreuve du pouvoir, se révèle beaucoup moins eurosceptique et europhobe. Là, je pense évidemment à Madame Meloni, tout à fait, en Italie, et il y a plein d'autres dans des pays nordiques. C'est la ruse. Il y a de la ruse politique, là. Même ça devient une telle ruse que là, l'euroscepticisme italien est plutôt incarné par M. Salvini, plutôt que Mme Meloni. Mme Meloni, au fond, on se demande... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont certes très à droite dans sa politique, mais d'une droite très classique et d'une droite tout à fait, j'allais dire, autant friendly, voilà, très et même en dialogue avec la Commission. Moi, je pense pas que le cauchemar de Madame von der Leyen, enfin, je ne suis pas dans ses songes, mais je ne pense pas que le cauchemar de Madame von der Leyen aujourd'hui, ça soit Madame Meloni. Loin de là, loin de là. Donc bon, en fait, il y a déplacement à droite, et je veux dire du coup de la part voilà, ça c'est une analyse un peu plus de politique politicienne, mais de la part de la gauche sociodémocrate et aussi des libéraux, Renew Europe, etc., il y a un peu le sentiment de jouer sur les peurs, parce que bon, il n'y a pas que les extrêmes à jouer sur les peurs, en disant c'est la droite, donc ça va devenir de l'euroscepticisme et des choses beaucoup plus dures, Orban, etc., des choses comme ça. Bon, en fait, il faut voir chaque situation. En revanche, là où vous avez tout à fait raison, c'est que vous voulez dire, Jean-Benoît, que le populisme finalement est un petit peu normalisé, finalement, et qui se normalise sur la question européenne. Et en fait, le populisme gouverne à tel point que, là, c'est pas moi qui le dis, c'est la stratégie de dédiabolisation. C'est du post-populisme pour beaucoup. Après, il existe toujours des partis populistes. Non, mais ils sont parfaitement populistes. Le populisme, c'est pas un truc propre à une droite nationaliste ou quelque chose. C'est quelque chose qui est universellement partagé par la gauche, le centre et la droite. Macron lui-même, Emmanuel Macron, peut être décrit comme un populiste. Le populisme est quelque chose qui existe depuis très longtemps, un peu partout dans le monde. Voilà. Et donc, on va pas... Mais ce qui est... Maintenant, c'est moi qui parle. Alors, Carole, merci beaucoup. Merci pour Henrik, quand même. Merci beaucoup, Carole. Alors, en fait... Ce que vient de dire Jean-Benoît est absolument essentiel. Le populisme de droite, en fait, a beaucoup évolué. Et c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a encore 5 ans, le Rassemblement national disait grosso modo, suggérait en tout cas fortement qu'il fallait sortir de l'Union européenne, qu'il fallait quitter la zone euro, etc. Plus question de cela. Vous avez rappelé à très juste titre que Giorgia Meloni, qui dirige le gouvernement italien, qui est issu d'un parti qui s'est toujours illustré dans la critique de l'Europe, qui était plus que souverainiste, qui voulait aussi sortir de l'Union européenne à une époque, a totalement viré de bord, a totalement changé toutes ces idées. C'est vrai dans le sens où
Et elle s'illustre elle-même avec notamment Ursula von der Leyen, avec qui elle a fait le tour de l'Europe. C'est toujours une minorité dans le gouvernement européen. Le jour où ils seront en majorité, ils reviendront au même discours. Ça veut dire alors, c'est de la Russe politique. C'est de la Russe politique. Henrik Lindell dit qu'ils sont fidèles, alors ils ont changé, mais qu'ils sont... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que Bardella est en tête? Parce qu'il y a eu la dédiabolisation en fait du discours du Front National et du Rassemblement National sur 10 ans. Ouais. Et parce qu'un rejet d'Emmanuel Macron, finalement, n'importe quel candidat ferait un bon score. Il y a un vote sanction, mais il y a une question. Mélanie, c'est la même chose. L'arrivée au pouvoir en fait de Mélanie, tant qu'en fait cette droite populiste ou droite illibérale en fait qui est en Hongrie, en Pologne, etc., n'est pas encore majoritaire dans la gouvernance européenne, elle va jouer le jeu des institutions européennes. Le jour où ils deviendront majoritaires dans les institutions européennes, on aura un autre discours, une autre Europe. Donc vous pensez que c'est une ruse? Alors là-dessus, Carole, on n'en sait rien, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Non, mais je pense que cette analyse, elle est tout à fait intéressante et je peux la partager en grande partie. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le populisme de droite, qui était très, très souverainiste, voire anti-européenne, est devenu tout à fait pro-européenne. Et c'est particulièrement le cas des Italiens. C'est aussi le cas de RN, parce que justement, ils se plient à ce que pensent les gens. Et les gens ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Un point surtout. En ce qui concerne, par exemple, les sujets dont il faut parler ou dont il ne faut pas parler en ce qui concerne l'Europe, etc., ce qui est intéressant, c'est que nous en parlons tous quand même. Nous en parlons ce matin. Nous sommes tout à fait passionnés. Et je pense que le fait d'avoir les populistes dedans, comme s'ils voulaient quand même rester, ça va effectivement faire évoluer la politique. Et aujourd'hui, on parle de politique concrète. On ne parle pas de pour ou contre l'Union. On parle pour ou contre le Green Deal, pour ou contre ce qu'on va faire avec les véhicules thermiques, moteurs thermiques, ce qu'on va faire avec l'énergie, quel prix on va payer pour l'énergie, est-ce qu'il faut du nucléaire ou pas. Voilà des sujets dont on parle tout le temps, tous les jours, et ce sont là des sujets européens qu'on traite au niveau du Parlement européen. Et dont on ne peut pas dire que ces sujets sont mineurs, annexes, etc. Donc ce qui, en fait, vous amène à considérer que peut-être la moitié des inscrits qui ne vont pas voter, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Est-ce que, à votre avis, d'abord, est-ce qu'il y aura ayant un tout petit peu travaillé là-dessus, justement, je pense qu'il s'agit en grande partie d'une abstention politique, parce qu'ils se sentent pas concernés par les questions qu'on aborde au Parlement européen. Et notamment parce que les populistes ont longtemps été, je dirais, sous-représentés au niveau du Parlement. Je prends je prends la responsabilité d'assumer ce que je viens de dire, parce qu'ils ne se sentent pas concernés ou reconnus à travers les élus ou les sujets dont on parle au Parlement européen. Il y a plein de sujets qui sont abordés à ce niveau-là. Des choses qu'on peut intituler avec le titre un peu général comme le wokisme, enfin des choses qui ne concernent pas vraiment les gens, quoi, pour le dire un peu brutalement comme ça. Oui. Et ça explique en partie, enfin une partie de l'abstention. L'abstention est aussi liée bien sûr au fait qu'on pense qu'on n'a pas suffisamment de lien avec ces députés. Ce que vous avez dit tout à l'heure, Carole, sur l'éloignement du pouvoir. C'est absolument juste, et c'est même très juste. Je pense que tout le monde peut souscrire à l'idée selon laquelle on ne voit pas suffisamment nos députés européens, on ne les connaît pas. Voilà. Déjà, les députés de l'Assemblée nationale ne sont pas forcément bien connus. Mais il s'agit en grande partie d'une abstention politique, ce n'est pas seulement parce que les gens ne s'y intéressent pas. Allez, on passe juste, il nous reste quelques minutes, je voulais aborder ces deux sujets que j'ai quand même annoncés. Il n'y a pas eu tellement d'écho dans la presse, c'est le journal allemand Die Welt qui avait révélé que peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des négociateurs des deux camps avaient rédigé un projet d'accord de paix, un document de 17 pages que le journal allemand a publié et qu'il a consulté en exclusivité. Il n'y a pas eu d'écho tellement dans la presse française, si ce n'est le Figaro qui a publié ce papier de Die Welt en date du 13 mai. C'est quand même intéressant de se dire, Carole, parce qu'on en avait parlé vous en aviez parlé au moment où la chose était survenue, en avril 2022, il y aurait pu avoir un accord entre la Russie et l'Ukraine, donc quelques mois après la guerre, et puis cet accord a capoté. Moi, je l'avais évoqué effectivement en avril 2022, sur la base en fait de ce qui a été présenté dans les discussions soi-disant diplomatiques entre le président Macron et Poutine, avant le déclenchement de la guerre. Et que le président Macron a été, semble-t-il, alors ça on n'est pas dans les secrets de la diplomatie, mais semble-t-il, il y avait une sorte de mémorandum qui résumait un certain nombre de points à partir des accords de Minsk qui ont été très mal gérés et très mal appliqués, notamment aussi il y a une responsabilité européenne dans la manière de ne pas suivre
l'application en fait des accords de Minsk, même si en fait chacun des deux côtés, du côté ukrainien et du côté en fait russe, voulait instrumentaliser les accords de Minsk pour prendre un peu plus de pouvoir, je dirais, sur le terrain, mais les Européens auraient pu en fait dans cette médiation française, et la France était dans son rôle de médiatrice stratégique à l'époque dans le format de Normandie, qu'aujourd'hui on a complètement dépassé. On est sorti en fait du format de Normandie vers une forme un peu d'adversité et d'animosité que même les Américains n'affichent pas forcément parce qu'ils ne considèrent pas la Russie comme étant en fait un ennemi, ils le considèrent comme un adversaire, ce qui n'est pas le cas de la Chine pour eux. Donc, mais ça c'est une parenthèse. Et donc à l'époque il y avait, semble-t-il, ce mémo qui aurait pu empêcher en fait le déclenchement de la guerre si une partie en fait, on dit en fait des demandes russes en termes de système d'alerte, en termes en fait de non-adhésion de l'Ukraine, De neutralité. de neutralité de l'Ukraine, neutralité pas forcément, je dirais, soumission, hein, neutralité, mais à l'époque en fait, ça aurait pu être un accord. Je ne dis pas digne parce qu'il y a quand même un puissant et l'Ukraine est moins puissante que la Russie. Donc il y avait une forme un peu de diktat d'un certain nombre de points, mais on revient à la notion de guerre juste des intérêts vitaux. Et la Russie voyait dans ce mémorandum que ces intérêts vitaux, s'il était appliqué comme un accord international, auraient pu éviter la guerre. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu la guerre et les discussions ont continué entre les Ukrainiens et les Russes. On se souvient très bien qu'ils ont été en fait en Turquie. Ils ont été reçus par les Turcs. Mais ça n'aboutit pas. Et on a dit qu'à un Pourquoi moment ça n'aboutit donné, pas ben voilà, il faut se poser la question. Moi, je pense, si je Jean-Benoît peux apporter Poul. le Moi, réponse- j'ai mon opinion, mais Alors on va voir ce que nous mais- dit Jean-Benoît. je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce texte, mais en fait, bon, je vais être moins positif que vous sur le texte de je suis cet pas accord. positif. Moi, j'ai Voilà, non, regardé les je grandes pense- lignes du texte, mais je connais J'ai pas le compris texte. pourquoi aussi. Je pense que c'est une paix boiteuse et même par certains côtés, même si l'Ukraine aurait, je dis bien aurait, subi des pressions de la part du Royaume-Uni pour ne pas signer, mais c'est Boris par certains Johnson a côté- été en pointe oui, là-dessus exactement. pour que l'Ukraine C'est- continue le combat. C'est Ouais. inacceptable. Enfin, par certains côtés, cette À paix quel avait un prix côté inacceptable. Destruction d'Ukraine. Oui, mais j'ai lu l'article d'Ivelt. Il n'y avait aucun règlement territorial de la chose, sinon des choses tout à fait. Enfin, si, il y avait au détriment de l'Ukraine. L'Ukraine donc renonçait à la Crimée. Enfin, elle dit renonçait. Attendez, on laisse Jean-Benoît Et poursuivre. puis de Merci. l'Ukraine orientale. Oui, voilà. exactement. Renonçait à l'Ukraine envahie en 2014, c'est-à-dire le Donbass. Et pour le reste, Poutine ne faisait aucune garantie. Il dirait ça sera à décider lors d'une réunion à venir au sommet Poutine-Zelensky, nous chacun avec un crayon de couleur, on les imagine, en traçant une carte. Alors que son pays est même envahi. Enfin, il y a un moment, enfin. Quel chef d'État aurait, même si voilà, on peut penser ce qu'on veut de Donc il ne faut Zelensky, pas exagérer la aurait portée exagéré de ça. ce document. Non, moi je pense. Mais Enfin, on dit que Zelensky voulait moi, signer. je me demande si... Oui, mais à mon avis, ce n'est pas un hasard si ça ressort aujourd'hui. C'est pour dire, maintenant que l'Ukraine est beaucoup plus en difficulté et que l'atmosphère est beaucoup moins optimiste pour l'Ukraine qu'en avril 2022, il y a un peu cette idée, ah ben, vous auriez dû signer. Voilà, je pense que c'est pas... Ça veut dire, voilà, c'est pas un coup des Mais Russes. il appelle aujourd'hui mais- à la négociation, en fait, Zelensky. Au niveau, et il demande C'est une moins clair que négociation. ça. C'est beaucoup Oui, moins clair que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la, Il la demande surtout base les de cet armes. accord, ça sera la base d'une négociation. Donc on se leurre Bah, pas. Par certains côtés, oui, mais ce n'est pas parce que, je veux dire, qui a choisi les armes plutôt que la négociation, c'est quand même plutôt Poutine. Donc Les deux. Poutine Les deux, se remet au sort des armes. Ouais. Donc voilà. En tout cas, on se demande laissons-lui si... ce jeu. On connaît les intentions de Poutine, donc pour lui, en fait, il est. Bah, non, justement, là, j'irais, on Et les ne les visées connaît de pas. guerre, On les ne connaît pas. objectifs de Non, guerre. on ne les connaît pas. On ne connaît pas les buts de guerre de la Russie en Ukraine. Ce qui permet, ça, bon, on a des idées, mais en fait, la Russie n'a jamais énoncé ses buts de guerre. Elle n'a même pas énoncé qu'elle était en guerre. C'est une opération militaire spéciale. Elle le dit C'est pas, maintenant, par contre. oui, récemment, vous avez raison. Récemment, Maintenant. Mais ce qui est Mais- un problème pour aborder le volet négociation, c'est qu'effectivement, si on n'a il pas n'y a de but pas de guerre, but c'est de difficile de guerre, où il y repartir. a des buts tellement, je dirais, tellement grotesques par certains côtés, ou tellement généraux et tendancieux, qu'elle peut très bien considérer du jour au lendemain que ces garanties n'ont pas été satisfaites. Donc, il y a un peu un côté pile je gagne, face tu perds. Donc, bon, moi, au contraire, jouons donc à la loyale, et si le jeu, c'est la guerre, je ne dis pas, déclarons la guerre à la Russie, je ne sais quoi, mais je veux dire, c'est Poutine qui a décidé de faire parler les armes. Il n'escomptait pas probablement cette grande résistance qui se poursuit toujours actuellement. Parce qu'il y a certes une poussée russe, mais on parle de l'ordre de quelques centaines de mètres sur toute la ligne de front. Hein. C'est pas quelques Et kilomètres. aujourd'hui, on n'a qu'une Bon. espèce de perspective de savoir comment, quelle issue diplomatique, militaire, cette guerre pourrait
pourrait faire advenir dans les mois qui viennent. Les chancelleries, tout le monde dit, il y a une équation. L'Ukraine ne peut pas gagner, la Russie ne peut pas perdre. Donc à partir de là, je veux dire, il faut arrêter les dégâts. Ça peut être gelé pour très Ça longtemps. peut être retourné aussi. Ouais, dans quelle direction? Et dans quelle direction? On va rester sur ce point d'interrogation. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous en prie. Henrik Lindell, journaliste à la vie, Carole Sabat, avocat, Jean-Benoît Poul, chercheur enseignant et qui collabore au Grand Continent. Merci beaucoup. Le Grand Débat, donc c'est tous les vendredis. Vous pouvez le réécouter sur le site de la radio. Je précise aussi qu'il y a l'application mobile Radio Notre-Dame qui vous permet de nous suivre où que vous soyez. Je vous dis à lundi pour le Grand Témoin, l'invité de la rédaction et nos éditions habituelles. On parlera évidemment des élections européennes notamment. Il n'y a pas que ce sujet-là et je vous réserve donc quelques surprises, forcément, comme tous les matins.